Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, prospective du développement. Cette collection s'adresse aux publications centrées sur la problématique du développement. Au moment où les pays émergents se développent à grande vitesse, au moment où les frontières entre le Nord et le Sud sont de moins en moins pertinentes, où les inégalités se creusent entre pays, où la prise en compte de l'environnement oblige tous les pays à revoir leur modèle, il devient de plus en plus urgent d'envisager, de rechercher, d'essayer de proposer un avenir durable pour notre humanité. Bien entendu, on pourrait se contenter de mettre en exergue les antagonismes et d'affirmer haut et fort que le développement pour tous n'est qu'une utopie, n'est qu'un leurre manipulé par les plus riches. Ce n'est pas l'axe principal de cette collection qui entend valoriser les dynamiques positives, bien qu'elle puisse accueillir également des analyses prospectives qui envisagent les scénarios les plus pessimistes. Cette collection entend plutôt privilégier la recherche de trajectoires sociales, économiques, environnementales permettant à tous un développement équilibré, synonyme de bien-être pour le plus grand nombre. Cette collection est donc ouverte à tous ceux qui cherchent à décrypter ce que sera le monde de demain, en se donnant les moyens d'une réflexion prospective et indépendante proposant des solutions d'avenir. Cette collection est dirigée par Stéphane Madoul, docteur en économie, auteur de plusieurs livres sur le développement, maître de conférences à Sciences Po Paris, ancien chef de la division prospective à la direction de la stratégie de l'Agence française de développement et actuellement directeur à Brazzaville. Cet établissement public, institution financière spécialisée, est l'opérateur pivot de la coopération française et engage chaque année près de 8 milliards d'euros de prêts et de dons en faveur des pays en développement dans le monde entier. Déjà paru. Zeradov et de Virville-Michel Dir, Religion et développement 2014. Madoul Stéphane, Plaidoyer pour une nouvelle modernité, Théorie du partage par le socle d'indépendance 2014. Madoul Stéphane, Le manuel du développement 2012. Dédicace. Ce livre est dédié à Yves Charby. Qu'il trouve derrière ces pages l'expression de notre gratitude pour la richesse de ce qu'il a su nous transmettre avec passion et intelligence. L'intérêt de la démographie en général et d'une démographie compréhensive en particulier, le goût de la recherche et des problèmes tant théoriques que méthodologiques, l'intérêt pour les questions de population et de développement dans une perspective interdisciplinaire, la passion des enquêtes et du terrain. Cette transmission d'expérience et de savoir n'aurait pas été si marquante et si stimulante sans son goût pour la pédagogie, son intérêt sincère et bienveillant pour ses étudiants et ses doctorants, son exigence intellectuelle et son enthousiasme contagieux. Merci. Alassane, Aurélie, Barbara, Franck, Laure, Lucas, Mustapha, Sarah et Véronique, ses anciens étudiants. Liste des auteurs. Charby Yves, professeur émérite de démographie, UMR CEPED Université Paris Descartes INEDIRD, travaille sur l'histoire de la pensée démographique et les théories. Il a également participé à de nombreuses recherches relatives notamment aux migrations internationales, à la santé de la reproduction, aux questions de pauvreté et de développement. yves.charby@ceped.org. Bald Alassane, sociodémographe, chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et chercheur au sein du groupe de recherche Immigration, Équité et Scolarisation de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur la demande sociale d'éducation en Afrique subsaharienne et sur la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration. bald.alassane@ucam.ca. GODARDMARCEAU Aurélie, après une thèse en démographie du développement, elle a rejoint l'équipe de recherche éthique et progrès médical, dirigée par le professeur Régis Aubry, CHRU de Besançon, et interroge en tant que sociodémographe les problématiques éthiques dans les situations médicales complexes. amarceau@chu-besançon.fr. Adjlor, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en démographie à l'Université de Picardie Jules Verne, post-doctorante associée à l'UMR CEPED Université Paris Descartes INEDIRD, travaille sur l'analyse des inégalités sociales et la pauvreté. laure.adjar@ceped.org. HILLCOATNALLETAMBY Sarah, Associate Professor. Social Policy et Aging,
College of Human and Health Sciences, Swansea University, spécialiste des politiques sociales et de population du vieillissement. s.ilquat-naltambi@swansea.ac.uk. MEFFE Barbara, sociodémographe, travaille sur les inégalités et la prévention des expulsions. mefbarbara@gmail.com. Omran Mustafa, maître de conférences en sociodémographie, Université de Kémis Miliana, Algérie, après avoir débuté sa carrière à l'UNFPA. Il est spécialiste des questions de santé de la reproduction, de développement et de la relation population-environnement. mustafa.omran@gmail.com. Petit Véronique, professeur de démographie, UMR CEPED Université Paris-Descartes INEDIRD, travaille sur les migrations internationales dans la perspective des pays du Sud, sur la santé de la reproduction en Afrique subsaharienne. Véronique.petit@parisdescartes.fr. TCHETGNIA Lucas, sociologue, chercheur associé au Centre Georges Chevrier UMR 7366 CNRS Université de Bourgogne, s'intéresse aux représentations et pratiques relatives à la santé et au bien-être des populations au nord et au sud. lucas.chetnia@paris5.sorbonne.fr. Temporal Franck, maître de conférences en démographie, UMR CEPED Université Paris-Descartes INEDIRD, travaille sur les migrations, les mobilités, les comportements familiaux et les dom-toms. franck.temporal@parisdescartes.fr. Présentation de l'ouvrage, une théorie et sa mise en œuvre, Véronique Petit. Ce livre propose de nouvelles perspectives de recherche sur les questions de population et de développement. De plus en plus, les spécialistes s'orientent en effet vers une approche large dite Population Studies qui ne se limite pas à la simple mesure de la croissance démographique, mais qui permet d'interpréter les comportements en matière de fécondité, de nuptialité, de famille, de santé de la reproduction, de migration. À cet effet, il réactualise une théorie formulée par un démographe américain Kingsley Davis pour la première fois en 1963, dite du changement et de la réponse. Elle constitue un agenda pour la recherche qui est à notre sens bien plus utile que la théorie de la transition démographique, pour mettre en œuvre des projets concrets ayant une dimension sociodémographique. Ce livre démontre donc, étude de cas à l'appui, la faisabilité de cette stratégie de recherche. Pourquoi est-il en effet nécessaire de proposer une alternative à la théorie de la transition démographique ? La première partie présente le cadre théorique et méthodologique. Les insuffisances de la théorie de la transition démographique sont d'abord brièvement rappelées. Chapitre 1. Yves Charby, d'une théorie à l'autre. La problématique de la population et du développement dépasse largement la seule question de la dynamique de la population, qui est l'unique objet de la théorie de la transition démographique, et une large gamme de problèmes, arbitrairement définis comme démographiques, relèvent tout autant de l'économique, du social, du culturel, du politique. La théorie de la transition démographique ne peut donc constituer l'unique référence, et il est nécessaire de recourir à une autre théorie, mieux adaptée à l'approche que les anglo-saxons qualifient de population studies. La théorie du changement et de la réponse, telle que formulée en 1963 par Kingsley Davis pour les pays développés, offre des possibilités largement sous-estimées. De même, Malthus et Marx méritent d'être relus car ils ont anticipé cette théorie, mais avec leur propre concept. Prendre en compte la spécificité des pays en développement nécessite de renouveler en profondeur la théorie de Kingsley Davis. Chapitre 2. Yves Charby et Véronique Petit. Une théorie pour les pays en développement, car Davis ne sortait pas du cadre étroit des dynamiques démographiques au sens classique du terme. Croissance démographique totale, fécondité, nuptialité, mortalité, migrations internes et internationales. Or, dans les pays en développement et surtout en Afrique subsaharienne, bien d'autres types de changements affectant le développement sont observés. Les épidémies, la dégradation de l'environnement, etc. Ensuite, parler de changement, c'est oublier que le sous-développement est caractérisé par des inerties structurelles aussi bien sociales qu'économiques, au premier plan desquelles figure une pauvreté persistante. Mais en outre, la théorie étant très sommaire sur la notion de réponse à ces changements aussi bien qu'aux inerties,
nous proposons une typologie des réponses bien plus fine que celle de Davis. Ceci nous a conduit à poser le problème de l'interprétation des comportements démographiques. Par exemple, en quoi la fécondité élevée est-elle une réponse rationnelle à la pauvreté ? Comment la culture informe-t-elle ce que le démographe analyse comme un flux annuel de naissances ? Qu'est-ce que la culture ou la rationalité des acteurs ? Enfin, Davis s'était focalisé sur les individus, niveau micro, en négligeant les niveaux méso, les familles et les communautés, et macro, l'État comme acteur. Ce deuxième chapitre théorique se clôt sur les méthodologies qui ont été élaborées et concrètement mises en œuvre afin d'explorer de manière adéquate les inerties, les changements et les réponses, et ceci à ces 3 niveaux sociologiques. La deuxième partie rassemble 5 chapitres consacrés à des études de cas réalisées en Afrique subsaharienne et focalisées sur l'analyse des comportements au niveau individuel et communautaire. Les recherches qui prennent en compte les politiques de population, donc les États et la société civile en tant qu'acteurs, sont rassemblées dans la 3e partie. Comment analyser les stratégies et les marges de manœuvre dont disposent les populations face à une situation de paupérisation et en fonction du capital, au sens de Bourdieu, dont elles disposent. Le chapitre 3, Aurélie Godard, Barbara Meff, Véronique Petit, les réponses des ménages ruraux face à la pauvreté en Guinée-Maritime, présentent dans un premier temps les enjeux théoriques. La description des contextes économiques national, régional et local, met ensuite en évidence le décalage entre la richesse du pays, ressources minières, et la faiblesse des ressources des ménages. Les stratégies des ménages sont alors analysées. La diversification des activités, la mobilisation accrue de la main-d'œuvre, l'investissement dans la scolarisation et l'émigration. Ce premier niveau d'analyse est approfondi sous l'angle de l'appartenance ethnique, chapitre 4. Véronique Petit, Aurélie Godard, Stratégie socio-économique et dynamique ethnique en Guinée-Maritime. Le peuplement de cette région est pluriethnique et s'inscrit dans une histoire profonde qui modèle les relations entre les groupes présents qui sont autant de modèles, Peul, Nalou, Diakanké. Les ménages ne disposant pas en effet des mêmes ressources, accès à la terre, réseau migratoire, relations au savoir religieux et moderne, ils ne valorisent pas les mêmes types d'activités économiques, et l'organisation sociale repose sur des valeurs différentes qui constituent leurs ethos ethniques. Les ménages développent ainsi un rapport particulier à leur environnement, et ils se projettent diversement dans l'avenir comme le démontre leur stratégie d'investissement. Un cycle de paupérisation affecte les groupes des riziculteurs, tandis que les ethnies plus dégagées dans des activités agricoles profitent d'une dynamique d'enrichissement, qui induit progressivement des rapports de domination entre groupes ethniques. Au sein de l'organisation économique évoquée dans les chapitres précédents, la division sexuelle du travail conditionne les possibilités de réponse économique des hommes et des femmes, chapitre 5. À Godard, les réponses liées au genre. L'histoire économique de la Guinée et les données de terrain permettent d'établir que les relations de genre définissent les marges de liberté économique des hommes et des femmes des ménages ruraux guinéens. Cependant, les relations de genre se modifient en fonction du contexte économique, afin de permettre la survie du groupe, tout en perpétuant le déséquilibre entre hommes et femmes en défaveur de celles-ci. En matière d'éducation, les enjeux liés à l'organisation domestique du travail agricole dans un contexte de pauvreté influent profondément sur la scolarisation des jeunes d'âge scolaire, chapitre 6. À Baldé, l'éducation face à la pauvreté en Guinée. La préparation des champs est un travail réservé aux jeunes garçons et aux hommes adultes. La surveillance et le désherbage sont assurés par les enfants et les femmes. Enfin, la récolte et son transport mobilisent l'ensemble du ménage. La scolarisation, qui est une des réponses mises en avant par ces populations pour changer leur situation ou du moins celle de leurs enfants, se heurte à diverses contraintes liées au caractère vital de l'agriculture. Sur l'île de Madagascar, chapitre 7. Mustapha Omran, les réponses sociodémographiques face à la pression foncière. La croissance démographique a réduit la disponibilité en terre et la population rurale des hautes terres est enfermée dans une économie d'autosubsistance. La dimension culturelle est décisive pour comprendre les mécanismes d'accès à la terre. La transmission intergénérationnelle doit respecter le devoir de transmettre les terres des ancêtres. Les réponses sociodémographiques au manque de terres arables sont la migration des enfants,
une marchandisation grandissante de la terre contrairement au respect de l'ancestralité, tandis que l'entrée en union est conditionnée par la disponibilité de la terre. La troisième partie rassemble 5 autres études de cas. Celle-ci creuse la question des interactions des acteurs individuels, des familles, des communautés avec un acteur majeur, l'État et sa politique de population. Les mutilations génitales féminines constituent un grave problème de santé en termes de morbidité et de mortalité, sachant que la forme la plus dangereuse, l'infibulation, affecte environ les 3/4 des femmes dans la Corne de l'Afrique. Pourtant, on observe depuis peu à Djibouti un recul significatif de la pratique des mutilations féminines génitales, et en particulier de l'infibulation, chapitre 8. Véronique Petit, Mutilation génitale féminine et politique de santé à Djibouti. Une enquête quantitative clinique originale, qui renouvelle la mesure de ces comportements, établit de manière indiscutable une rupture dans la pratique des MGF. D'autre part, une recherche socio-anthropologique conduite au même moment auprès des acteurs impliqués saisit les dynamiques familiales et sociales à l'œuvre dans le contexte socio-culturel de Djibouti. Le rôle de l'État et des agences internationales de développement dans ce processus de changement social est observé à travers la construction et la mise en œuvre de la politique de lutte contre les MGF. Cette perspective permet d'interroger les décalages entre les attentes des populations et la perception qu'en ont les acteurs supposés initier les évolutions sociales et sanitaires. Pénurie et sous-développement caractérisaient l'île de la Réunion au moment de sa départementalisation en 1945, chapitre 9. Franque temporale, individus et familles face à la politique de développement de la Réunion. 2 changements majeurs, la forte croissance démographique et la hausse continue du chômage, ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place une politique de contrôle des naissances et d'émigration vers la métropole. Le départ de l'île pour suivre des études ou pour un emploi à l'extérieur est une alternative privilégiée par de nombreux jeunes adultes confrontés à des difficultés d'insertion sur place. Cependant, malgré les aides publiques à la mobilité, les individus ne sont pas tous égaux devant la migration et les départs, en tant que réponse, concernent plus spécifiquement les jeunes les plus diplômés. Enfin, les déterminants familiaux de la migration des individus montrent qu'il est nécessaire de faire varier les niveaux d'analyse micro, méso et macro pour l'étude des parcours migratoires. En Nouvelle-Calédonie, la politique de développement vise à rééquilibrer les inégalités spatio-ethniques issues de la colonisation, chapitre 10. Laure Hadj, Société et politique de réduction des inégalités provinciales en Nouvelle-Calédonie. La persistance de ces inégalités, avérées par le niveau de diplôme et le taux d'emploi, démontre l'échec partiel de cette politique. Dès lors, une attention particulière a été portée en direction des ménages pauvres, centrée sur le renforcement des prestations sociales monétaires. Le recours à un système économique hybride, subsistance et marchand, est l'une des réponses spécifiques des pauvres pour réussir leur intégration sociale. Alors que l'île Maurice, chapitre 11. Sarah Ilquat Naltambi, l'échec de la planification familiale dans les cités de l'île Maurice, est un des premiers pays à avoir réussi à réduire sa fécondité et à connaître un réel développement économique. Cette success story a son revers. La population logée dans des cités du nord de l'île reste enfermée dans la pauvreté, cumulant une série de handicaps sociodémographiques. Elle ne pratique pas ou que de manière inefficace la contraception et a parfois recours à l'avortement. La religion, catholicisme et hindouisme est un des facteurs explicatifs, à côté du rapport au corps et des relations de genre. Mais ces problèmes de demande sont renforcés par l'inadéquation de l'offre nationale et internationale de contraception, qui constitue une réponse inadaptée à cette population. Au total, celle-ci se sent stigmatisée. Dans les grandes villes du Cameroun, chapitre 12. Lucas Chetnia, les jeunes face au VIH-Sida au Cameroun. L'épidémie de VIH-Sida peut s'analyser comme un choc exogène, qui n'a pas donné lieu à une réponse institutionnelle nationale immédiate et adaptée, malgré les pressions et priorités imposées de l'extérieur. Des facteurs macro surdéterminent les réponses des jeunes. Les représentations du rôle joué par les pays développés, le contexte urbain, les effets de la pauvreté et enfin les rapports de genre, les représentations et usages du corps et de la sexualité. Du coup, les pratiques des jeunes se situent entre refus et bricolage,
absence totale de protection, petites pratiques empiriques, parfois contre-productives. Les jeunes restent ambigus face aux tests du vie, utilisent de manière circonstanciée le préservatif et s'en remettent finalement à Dieu. Une conclusion générale, chapitre 13, Yves Charby et Véronique Petit, élargit la réflexion aux problématiques posées par la relation entre la recherche et l'action autour d'une idée centrale. Comment concilier une contribution scientifique incontestable et les attentes et besoins des programmes et des projets définis par les institutions nationales, les organisations internationales ainsi que les associations issues de la société civile ? Ce livre est donc un bilan et une mise en perspective de près de 4 décennies de travaux, 1985 à 2010, issus de recherches, parfois liées à des thèses de doctorat et qui souvent répondaient à des demandes institutionnelles émanant des grandes organisations internationales, UNICEF, FNUAP, PNUD, ONU-SIDA, ou des agences nationales de coopération, Coopération française, USAID. Un exemple typique est le programme de recherche sur la pauvreté et l'environnement en Guinée, réalisé en collaboration avec la Direction nationale de la statistique. Le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSRP, avait souligné l'urgence de produire des enquêtes sociodémographiques analysant la pauvreté grâce à la production d'indicateurs mesurant les niveaux et les formes de la pauvreté selon les spécificités écologiques et économiques des régions naturelles du pays. De plus, le DSRP insistait sur la nécessité de réaliser des analyses qualitatives permettant d'identifier et de comprendre les réponses élaborées par les populations, selon le système de contraintes et d'opportunités dans lequel elles vivent quotidiennement. Nous avons donc réalisé, à la demande de la Direction nationale de la statistique, les 2 premières enquêtes dans la région de la Guinée-Maritime en 2002 et 2003, dont nous présenterons ici les résultats, et une 3e dans la région de Haute-Guinée en 2005. Ces recherches ont été financées par le PNUD pour le développement et l'ambassade de France en République de Guinée. Les auteurs des chapitres sont des enseignants-chercheurs, des chercheurs ou des experts français ou étrangers, dotés d'une solide expérience de terrain. Tous sont soucieux d'articuler rigueur scientifique et recherche appliquée en population et développement, voir liste des auteurs. Pour la plupart démographes, avec une sensibilité sociologique ou anthropologique, ils témoignent, dans leur contribution, d'une forte orientation population studies sans pour autant négliger l'analyse démographique classique. C'est pourquoi les sources mobilisées sont aussi bien des données existantes des recensements et des enquêtes enrichies, que des données issues de collectes originales réalisées selon des méthodologies d'inspiration interdisciplinaire. Chapitre 1. D'une théorie à l'autre, Yves Charby. La problématique très générale de la population et du développement dépasse largement la seule question de la dynamique de la population, et porte sur une large gamme de problèmes caractérisés par l'encastrement des faits démographiques dans l'économique, le social, le culturel, le politique. La conséquence directe de cet élargissement des objets de recherche est que la théorie de la transition démographique ne peut constituer l'unique cadre de référence, car elle est trop centrée sur les évolutions démographiques proprement dites, et a largement négligé leur contextualisation. Indépendamment de la question des critiques qui ont été faites à son encontre, et qui ont donné lieu à une vaste littérature, il est donc nécessaire de recourir à un nouveau cadre théorique. Ce chapitre rappelle d'abord brièvement les insuffisances de la théorie de la transition démographique, puis présente la théorie du changement et de la réponse telle que formulée par Kingsley Davis, 2. Il se poursuit par une réflexion sur 2 précurseurs Malthus et Marx, 3. Les insuffisances de la théorie de la transition DEMOGRAPHIQUE. Le constat des insuffisances de la théorie de la transition démographique fait l'objet d'un consensus assez large. Elle n'est pas vérifiée dans son phasage et on a relevé des exceptions historiques en Europe, France, Hongrie, etc. Mais il y a plus grave. Il y a ambiguïté sur sa nature, ce qui a donné lieu à des débats souvent confus. S'agit-il d'une véritable théorie ou d'une simple généralisation à partir de séries statistiques ? D'autre part, l'idée d'un processus transitionnel a été généralisée sans précaution. Développons ces 2 points. Un débat confus. Si les débats sur la théorie de la transition démographique sont souvent confus,
c'est parce qu'en toute rigueur on devrait ne discuter que de la validité du modèle de passage d'un équilibre haut à un équilibre bas des taux de mortalité et de fécondité, et donc de la réalité ou non du phasage. Par exemple, on ne sait toujours pas pourquoi dans certains pays européens, la baisse de la mortalité a suivi et non précédé celle de la fécondité. Or, face au constat de la pauvreté théorique de cette simple modélisation de données démographiques existantes, principalement européennes, des théories ont été ensuite greffées sur la théorie de la transition démographique, la première étant celle de la modernisation. Mais ni les théories culturalistes, ni les théories microéconomiques de la fécondité ne devraient entrer dans la discussion de la transition en tant que telle, car elles n'ont pas le même objet. Savoir si l'effet culturel ou économique explique la baisse de la fécondité n'est en effet pas expliquer la nécessité de ce quasi-dogme du phasage. L'objet même de la transition démographique a été de chercher à théoriser la dynamique de la population. Se placer dans sa perspective, c'est se positionner de facto dans une perspective diachronique sur le long terme, observer la succession de phases, afin de vérifier la conformité au modèle descriptif d'une population donnée. Par exemple, quand et comment la fécondité a-t-elle commencé à baisser au Mexique? C'est donc implicitement adopter une posture évolutionniste. Pourquoi en est-il ainsi? Si l'on met à part tous les enjeux institutionnels décrits par Srete, 1993, c'est en raison d'un piège épistémo-méthodologique. La focalisation sur les séries longues a conduit inévitablement à privilégier la dynamique de population, au détriment des faits proprement dits. Des champs entiers de recherche entrant dans le paradigme de la population et du développement se sont d'ailleurs construits d'une manière totalement indépendante de la théorie de la transition démographique, alors même qu'ils étaient directement liés à l'une de ces deux variables centrales, la natalité. C'est le cas de la santé de la reproduction. Les recherches conduites dans ce champ n'ont pratiquement jamais été réellement problématisées en termes de transition démographique, même si on affirme qu'elles s'inscrivent dans ce cadre théorique. Pour une bonne raison, l'évolution du taux de natalité, qui n'est que le simple rapport des naissances d'une année donnée à la population, n'est absolument d'aucune utilité pour des recherches approfondies sur la stérilité, par exemple pour évaluer la mortalité intra-utérine, ou même sur l'efficacité de la contraception, calcul des taux d'échec respectifs de la pilule et du stérilet. Il faut disposer de données beaucoup plus fines sur la fécondité des femmes. Une exception notable est un article de Bongahar, montrant le rôle respectif des différentes variables dites intermédiaires, contraception, allaitement, âge au mariage, au stade successif de la transition démographique, 1982 sur 184-186. Mais c'est le seul, dans toute la production de Bongahar, qui établisse cette passerelle. On peut aussi évoquer une étude de Léridon, 1987, qui compare la contribution des déterminants proches au nombre d'enfants survivants à l'âge adulte en France dans deux cohortes de femmes, celles nées en 1750 ou en 1950. Pour autant, ces deux travaux ne résultent pas de la théorie de la transition démographique. Bongahar comme Léridon partent des variables intermédiaires qu'ils raccrochent en quelque sorte à la théorie. Leurs deux recherches ont donc le statut de tentatives ex post. Et comme l'écrit Friedman, 1986, le problème reste de savoir ce qui détermine les déterminants de la fécondité. Plus généralement, la mobilité et les dynamiques de peuplement, la nuptialité et la famille, les relations intergénérationnelles, l'épidémie de sida, la pauvreté constituent des questions de population en soi qui peuvent être totalement traitées et qui l'ont été, en dehors du cadre de la théorie de la transition démographique, définie une fois encore en tant qu'articulation de séries longues. McNichol dénonce la fermeture de la recherche actuelle, dans la mesure où elle prend pour acquise la transition démographique. Les activités dignes d'employés de bureau travaillant dans des arrière-salles, qui constituent aujourd'hui presque l'essentiel des études sur la population, sont des contributions significatives à la connaissance quantitative des changements démographiques, mais le divorce avec une entreprise scientifique cumulative plus large est de plus en plus profond. 1992 sur 400. L'article publié par Ronald Lestège en 2010 est révélateur de cette tendance. En dépit d'une contextualisation approfondie des changements démographiques durant la dernière phase de la transition démographique,
Il se borne à discuter de la nature même de cette dernière phase et à démontrer l'existence d'une variante de la transition démographique, mais il ne remet nullement en cause la validité de la théorie dans son ensemble. Le processus transitionnel. La transition démographique a été déclinée en théorie de la transition des migrations internationales, en transition épidémiologique, sanitaire, de la famille, etc. Or, tous ces avatars ne s'attaquent pas à la question de la validité théorique de la théorie centrale. Là encore, tout se passe comme si on retenait comme valide l'idée d'un processus et cette idée seulement. On a privilégié la possibilité de mobiliser les données existantes pour quantifier des phases et donc mesurer les évolutions dans le temps, et ceci au détriment d'une réflexion de fond sur chacune de ces théories dérivées. Tel est le cas de la transition épidémiologique, qui postule le passage, avec le développement, des maladies infectieuses aux maladies chroniques, Omran 1971. Selon cet auteur, les sociétés pré-transitionnelles étaient marquées par la famine et les maladies infectieuses. Sous l'effet du développement qui s'accompagna d'une meilleure alimentation et de progrès médicaux majeurs, vaccins, antibiotiques, les maladies infectieuses reculèrent, deuxième stade de la transition, ce qui conduisit à un troisième stade, caractérisé par une mortalité moindre et une prédominance des maladies de dégénérescence. Ainsi, dès lors que l'on constate le recul des maladies infectieuses et leur remplacement par des maladies chroniques, on parle de transition épidémiologique, ce qui est en soi acceptable. Ce qui l'est moins, c'est de supposer que ce passage correspond à des prédictions fondées sur des bases théoriques solides, et que les pays en voie de développement vont nécessairement suivre le modèle occidental permis par la révolution pasteurienne, la découverte des sulfamides et des antibiotiques, à savoir l'éradication définitive des maladies infectieuses et par contre-coup la prédominance des cancers, des maladies cardiovasculaires et de celles dites de société, telles que tabagisme, alcoolisme, hypertension artérielle, diabète, accident de la route, maladies respiratoires dues à la pollution. Il n'en est rien. Dans la plupart des pays en voie de développement, on constate le maintien des pathologies infectieuses auxquelles se surajoutent les maladies chroniques de société. Force est alors de constater l'existence d'une double charge de morbidité, Guémard 2011. En résumé, la focalisation sur le processus transitionnel a évidemment contribué à mettre en évidence des dynamiques, mais on est dans une démarche de fait empirique ou encore d'un raisonnement ad hoc, sinon tautologique. Et encore certaines dynamiques sont plus mal connues que d'autres. C'est le cas des migrations et ceci pour deux raisons au moins. D'une part, la forte variabilité des formes de mobilité s'est traduite par des champs de recherche disjoints, migrations internes et urbanisation versus migration internationale, ce qui a empêché un traitement théorique et conceptuel unifié de la mobilité. D'autre part, du point de vue des données disponibles, la migration a été pendant longtemps une parente pauvre par rapport à la mortalité, la fécondité et la nuptialité. La théorie du changement et de la réponse proposée en 1963 par Kingsley Davis permet-elle de pallier ces insuffisances ? La théorie du changement et de la réponse de Kingsley Davis, 1963. La théorie a été formulée dans un article de Kingsley Davis, paru en 1963. Davis s'intéressait uniquement aux pays industrialisés. Japon, Pologne, pays nordiques, Irlande et il ne dit pas un mot sur les pays en développement. Ce texte stimulant, bien en avance sur son temps, a anticipé des débats ultérieurs qui n'entrent pas dans notre propos, mais qu'il faut au moins évoquer. Quel crédit accorder aux explications culturelles de la baisse de la fécondité ? Quelle est la valeur explicative de facteurs tels que les systèmes de transmission des propriétés foncières ? Peut-on vraiment croire à l'immobilisme des sociétés paysannes ? Le cas de l'Irlande est-il vraiment exceptionnel ? 1963 sur 353, 354, 358 à 361. Mais pour l'essentiel, Davis restait strictement à l'intérieur de la démographie. En ce sens que les changements comme les réponses qu'il envisage portent uniquement sur les variables démographiques proprement dites, et non sur les facteurs sociaux, culturels, économiques, politiques explicatifs. L'exemple central qu'il donne est le suivant. Supposons une baisse de la mortalité infantile, comme ce fut le cas en Europe lors de la révolution industrielle sous l'effet des progrès de l'hygiène et de la médecine,
ou encore d'une amélioration de l'alimentation, des décès moins nombreux vont automatiquement induire une croissance démographique plus rapide. Celle-ci va inciter les couples à répondre par le report de leur mariage, par l'utilisation de la contraception ou par l'avortement et enfin par la mobilité interne, exode rural ou international, tableau 1. Il qualifie sa théorie de réponse multiphasique, 1963 sur 349, mais il ne dit pas dans quel ordre surviennent les réponses, ni à propos du Japon, ni à propos de l'Irlande. Un de ses successeurs, Friedlander, s'est attaché à 3 exemples de pays européens. L'Angleterre, le Pays de Galles et la Suède et il apporte une attention particulière à la migration interne, 1969, en particulier 367 à 377. Tableau 1. Les chaînes de causalité selon K. Davis. Quant à Mosher, qui applique la théorie au cas de Porto Rico, il montre qu'entre 1940 et 1970 la croissance démographique induite par la baisse de la mortalité tant infantile qu'adulte, au moment où se mettait en place une réforme agraire et des programmes d'industrialisation, a entraîné comme première réponse la migration interne, suivie de l'émigration vers les États-Unis, et seulement ensuite la diffusion de la contraception. Une contribution importante de Mosher est la distinction entre les réponses possibles, qui dépendent du contexte économique, social et politique et des réponses préférées, qui sont modelées par les normes socioculturelles, Mosher, 1971. Ainsi, dans des sociétés rurales, la migration interne ou internationale est préférée au contrôle de la fécondité par la contraception, ou au recul de l'âge au mariage, parce qu'elle présente 3 avantages. Elle permet de profiter des opportunités de revenus sur d'autres marchés d'emploi, ici les villes ou les pays étrangers. Elle réduit immédiatement la pression démographique, elle peut être utilisée sans remettre en cause, à court terme du moins, les systèmes de valeurs. Mosher a donc bien identifié des phases, du moins dans le cas de Porto Rico. En résumé, on peut considérer que l'objectif de Davis était de théoriser les réponses démographiques à l'accroissement naturel. Et même s'il évoque des facteurs économiques en arrière-plan, par exemple les couples ne veulent pas perdre leur niveau de vie, 1963 sur 362, ces derniers n'ont que le statut d'éléments contextuels et ne sont pas réellement intégrés à la théorisation. Les causes d'un échec. De fait, la théorie du changement et de la réponse se plaçait comme une théorie concurrente de la transition démographique, mais Davis ne réussit pas à réitérer en 1963 la magnifique percée de l'article qu'il avait écrit avec Judith Blake en 1956. Rappelons qu'ils avaient proposé un cadre d'analyse extraordinairement fructueux en distinguant les variables du milieu, éducation, résidence, activité économique, des variables intermédiaires de la fécondité, contraception, nuptialité, auxquelles on ajouta ensuite l'allaitement et l'avortement. Grâce à la masse des données collectées à partir des années 1970 dans le cadre des enquêtes internationales de fécondité, John Bongahar put quantifier et modéliser le rôle de ces variables intermédiaires dans la baisse de la fécondité, progrès décisif pour l'analyse de l'évolution démographique des pays en développement. Une autre autorité, John Cleland, faisant référence à Frank Notenstein, l'inventeur de la théorie de la modernisation évoquée ci-dessus, et à Davis, évoque ces 2 représentations classiques de la transition démographique, 2001 sur 60, impliquant par là même que la théorie du changement et de la réponse est une contribution ultérieure à la théorie de la transition démographique. Ceci constitue une grossière erreur. En effet, un examen attentif de l'article de Davis de 1963 montre qu'il parle à 2 reprises de démographie historique, 1963 sur 345, 351, et à nouveau 2 fois de théorie de population, 1963 sur 352, 353. Mais pourquoi n'a-t-il pas établi une relation plus étroite entre les 2 termes ? Ce qu'il écrit à propos des termes tradition et contraception n'est pas moins surprenant. Une explication en termes de tradition n'a aucune valeur dans les sciences sociales parce que la tradition n'est rien d'autre qu'une absence de changement. Nous n'avons pas une véritable théorie, mais simplement un autre vocable. Quant aux soi-disant valeurs, elles devraient être reconnues comme une partie ou un aspect du comportement lui-même, et doivent par conséquent être expliquées plutôt qu'utilisées comme une explication, 1963 sur 354. Et plus loin,
Les populations rurales dans les pays en voie d'industrialisation n'ont pas fourni des réponses démographiques. Leur échec à utiliser la contraception et l'avortement n'était pas dû à des attitudes traditionnelles, l'exode rural n'était pas non plus traditionnel, mais à une alternative qui s'est présentée et qui correspondait bien aux intérêts et à la structure des familles paysannes dans une économie en train de se transformer. 1963 sur 355. Tous les guillemets figurent dans le texte original. L'intérêt épistémologique de l'argument de Davis est évident, en ce qu'il dénonce la faiblesse des concepts mobilisés par la théorie de la modernisation. Le ton quelque peu irrité de l'article tourne d'ailleurs à une critique acerbe du rôle central attribué par les chercheurs à la contraception. Le comportement démographique des populations rurales changea, et de manière drastique, parce qu'il devait changer. L'hypothèse contraire, qui est la plus courante, semble provenir de notre attitude quelque peu paroissiale à ignorer tous les changements, excepté la réduction de la fécondité légitime par le biais de la contraception. 1963 sur 354. Pour comprendre la virulence de cet argumentaire, il faut faire appel au contexte. L'article de Davis publié en octobre 1963 est en fait le discours qu'il fit le 26 avril, en tant que président de la Population Association of America, à l'occasion du traditionnel banquet de clôture. Selon nous, David utilisa cette excellente opportunité pour lancer une attaque conceptuelle américaine contre l'article de Notenstein qui, on l'a dit, avait jeté en 1953 les bases de la théorie de la modernisation et ceci en présence de la fine fleur de la démographie. L'article de Notenstein avait eu un immense retentissement, et il est d'ailleurs encore très largement cité. C'est ce qui explique cette attaque voilée, mais parfaitement claire sur les concepts. L'enjeu n'était rien moins que le contrôle du champ théorique, d'autant qu'un facteur biographique ne doit pas être négligé. Notenstein s'était constamment opposé à la nomination de Davis comme professeur titulaire à Princeton. Communication personnelle de Paul Dumny. 2 PRECURSEURS, Malthus et Marx. Malthus et Marx sont les deux théoriciens qui ont le plus directement traité des relations entre population et développement, et leurs apports respectifs sont d'une richesse évidente. Charby 2009, à qui nous empruntons ce qui suit. Certes, ils l'ont fait à propos de la phase de développement économique de l'Europe du XIXe siècle, mais leurs analyses et leurs concepts restent heuristiques pour notre propos. Malthus, principe de population et demande de travail dans le secteur agricole. La théorie du changement et de la réponse est en quelque sorte implicite dans la pensée de Malthus. Elle l'est aussi chez un auteur contemporain, Esther Bocerup, qu'on lui oppose généralement et à tort à notre sens. L'un et l'autre se sont en effet attachés à l'analyse des relations entre la croissance démographique et le changement économique. En 1965, Bocerup soutint d'abord que des densités plus fortes induisaient des améliorations dans les techniques agricoles. Plus tard, elle élargit l'argument aux technologies agricoles et aux moyens de transport, dans ce qu'elle appelait les sociétés primitives anciennes. Bocerup, 1976 sur 21-35, 30-32. Quant à Malthus, son essai en The Principle of Population, 1798, est très généralement présenté comme la référence classique démontrant que la mortalité résulte d'une pression démographique excessive. Il s'agit donc à proprement parler d'une réponse passive. On en déduit que Malthus a produit un modèle homéostatique, Wilson and Airy, 1998. Malthus part de deux idées fortes qui ont fait sa gloire. D'une part, dans certaines formes d'économie ou dans certaines situations, la population n'a aucun moyen d'augmenter les subsistances nécessaires à sa survie, cas des peuplades primitives vivant de la cueillette et de la chasse, mais aussi du prolétariat anglais qui n'avait aucun moyen d'augmenter ses revenus dans les conditions d'exploitation du temps de Malthus. D'autre part, dans ces mêmes populations, la fécondité n'est pas régulée par la contraception. Aussi, après une poussée démographique, la sanction par la mortalité est-elle inévitable et la population est ramenée au niveau des subsistances disponibles. Ce cycle se reproduit indéfiniment tant que les populations ne changent pas de comportement, en maîtrisant leur instinct sexuel ou plus exactement en dissociant sexualité et procréation, ce qui est précisément le rôle de la contraception. Pourtant,
Cette idée d'une réponse passive des populations à ce que l'on peut appeler l'inertie structurelle des conditions économiques qu'elles subissent, ne donne qu'une vision très restrictive de la pensée de Malthus. Dès le premier essai de 1798, il proposa un tout autre modèle qui décrit le fonctionnement du secteur agricole et qui s'inscrit parfaitement dans une interaction active entre changement démographique et réponse démographique et économie. C'est pourquoi l'on peut parler d'un véritable modèle démo-économique sectoriel. En effet, dans la conceptualisation même de Malthus, la forte fécondité de ces populations qui ne pratiquent pas la contraception déclenche une croissance démographique, indépendamment des subsistances disponibles. Cette nouvelle situation suscite très rapidement une réponse du groupe socio-économique constitué par les fermiers, qui vont augmenter de diverses manières la production des subsistances pour répondre à la demande d'une population plus nombreuse. Ce modèle articule ainsi des concepts et des indicateurs démographiques. Le principe de population, la contrainte prudente, et plus précisément l'âge au mariage, et économique, la demande de travail, le salaire, les marchés du travail et de la production agricole. L'auteur écrit : nous supposerons que dans un pays donné, les moyens de subsistance soient juste suffisants pour entretenir sans peine les habitants. La poussée constante de la population, que l'on voit se manifester même dans les sociétés les plus dissolues, accroît le nombre des hommes avant que les moyens de subsistance ne se soient accrus. Par conséquent, la nourriture qui auparavant faisait vivre 7 millions d'hommes doit maintenant être répartie entre 7 500 000 ou 8 millions. Les pauvres vivent alors nécessairement beaucoup plus mal, et nombre d'entre eux sont réduits à une extrême misère. Le nombre des travailleurs étant également en excès par rapport à l'emploi disponible sur le marché, le prix du travail ne peut qu'avoir tendance à baisser, tandis que dans le même temps le prix des produits alimentaires tend à monter. Le travailleur doit donc se donner plus de peine pour gagner autant qu'auparavant. Pendant cette période de misère, les raisons de ne pas se marier et la difficulté d'entretenir une famille sont si grandes que la population stagne. Dans le même temps, le bas prix du travail, l'abondance des travailleurs et la nécessité où ils sont d'intensifier leur activité incitent les agriculteurs à employer davantage de main-d'œuvre sur leurs terres, afin d'opérer de nouveaux défrichements et de fumer et amender plus à fond ce qui est déjà en culture, jusqu'à ce qu'enfin les moyens de subsistance redeviennent à la mesure de la population, comme ils l'étaient à la période initiale. La condition du travailleur étant alors à nouveau passablement satisfaisante, les entraves à l'accroissement de la population se relâchent dans une certaine mesure, et ces mêmes mouvements de recul et de progrès de bien-être se répètent. 1970/77. Nous avons formalisé ce mécanisme dans la figure 1. Figure 1. Croissance démographique et réponse démo-économique, secteur agricole. Il est clair que Malthus, plus d'un siècle et demi avant l'article de Davis, avait conceptualisé une construction cohérente en termes de changement et de réponse appliquée au secteur agricole. Ici, le facteur de changement est la pression exercée par la croissance démographique, variable exogène conceptualisée par Malthus en termes de principe de population. Les réponses sont données par deux groupes sociaux, les salariés agricoles et les fermiers, et elles sont de deux ordres. Réponse démographique chez les salariés avec le recul de l'âge au mariage et la baisse de la fécondité sous l'effet de la détérioration de leur niveau de vie causée par la hausse du prix du blé. Réponse économique chez les fermiers, accroissement de la production agricole, du fait de la demande accrue de produits alimentaires. Enfin, l'analyse de la double croissance démographique et économique, dans la mesure où elle se reproduit en cycle de 25 ans, associe logiquement court terme et long terme. Cependant, Malthus étant l'inventeur de la théorie des rendements décroissants, nous avons proposé une variante qui les intègre dans l'analyse, figure 2. La production agricole ne peut alors être multipliée par 2 tous les 25 ans et on peut espérer au mieux un accroissement selon une progression arithmétique, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui implique donc des taux d'accroissement décroissant de la production agricole, 100%, puis 50%, 33%, 25%, etc. Figure 2. Croissance démographique et rendements agricoles décroissants. Il faut souligner les implications de ces deux modèles par rapport à la traditionnelle opposition que l'on établit entre Malthus et l'économiste danoise Esther Boserup. Selon la figure 1,
L'idée d'un accroissement de la production agricole en réponse à la croissance démographique conduit à une remise en cause radicale de cette opposition. Ainsi, très exactement 158 ans avant Bocerope, Malthus parle bel et bien de pression créatrice, puisque les conditions du marché incitent les agriculteurs à employer davantage de main-d'œuvre sur leurs terres, afin d'opérer de nouveaux défrichements et de fumer et amender plus à fond ce qui est déjà en culture. Malthus, 1980/31. L'objection qui vient immédiatement à l'esprit, cette fois au vu de la figure 2, c'est qu'à terme, la pression créatrice aura cessé, puisque la société aura atteint l'état stationnaire. Toute la question est donc de savoir à quel horizon la loi des rendements décroissants imposera sa contrainte sur la croissance démographique. Wrigley, 1986/50-53, estime que si la découverte de cette loi par Malthus, spécifique de l'agriculture, s'explique d'abord par le rôle central que ce secteur joue dans l'économie de l'Angleterre à son époque, Malthus ne pouvait croire à un risque immédiat de pénurie croissante dans le secteur agricole. De fait, la Summa Review publiée par Malthus en 1830 est parfaitement explicite sur ce point. Les subsistances ne sont qu'un plafond jamais atteint. Comme les bonnes terres abondent, le rythme auquel on pourrait augmenter les subsistances dépasserait l'accroissement démographique le plus rapide que permettraient les lois de la nature appliquées à l'espèce humaine. Malthus, 1970/239. Ceci est vrai même dans les vieux pays, sans pour autant que les conditions de vie des populations en soient aggravées. Malthus, 1989/469. Et Malthus affirme que cet objectif vaut pour l'Angleterre de son temps. Je peux aisément concevoir que ce pays, si l'on donne une orientation correcte à son économie, puisse en quelques siècles être 2 ou 3 fois plus peuplé, et pourtant chaque homme du royaume sera mieux nourri et mieux vêtu qu'aujourd'hui. Malthus, 1965/272-174. Le même raisonnement vaut pour les grands pays développés et peuplés. Ceux-ci, écrit-il, auraient pu l'être 2 ou 3 fois plus, et de nombreux autres pays entendons moins développés, auraient pu compter une population 10 voire 100 fois plus nombreuse si les structures socio-économiques avaient été depuis plusieurs siècles les plus favorables à la croissance du capital et de la demande de produits et de travail. Citation, Essai, 172-174, Summa Review, 249. Marx, contextualisation et conceptualisation de la pauvreté et de la vulnérabilité. Marx se centre sur un changement majeur, le processus d'accumulation du capital, qui exerce une contrainte extraordinairement puissante sur plusieurs groupes sociaux urbains et ruraux. Les analyses de Marx présentent 2 caractéristiques importantes au regard de la théorie du changement et de la réponse. Au niveau de la conceptualisation et à celui de la contextualisation. Il intègre organiquement la démographie aux autres perspectives disciplinaires. Celle-ci est inséparable de l'économie et du politique. Ainsi, le concept d'armée industrielle sort d'emblée la population du champ de la démographie pure pour la resituer dans le champ économique. Si l'accumulation, le progrès de la richesse sur la base capitaliste, produit donc nécessairement une surpopulation ouvrière, celle-ci devient à son tour le levier le plus puissant de l'accumulation, une condition d'existence de la production capitaliste dans son état de développement intégral. Elle forme une armée industrielle de réserve qui appartient au capital d'une manière aussi absolue que s'il l'avait élevé et discipliné à ses propres frais. Elle fournit à ses besoins de valorisation flottants, et indépendamment de l'accroissement naturel de la population, la matière humaine toujours exploitable et toujours disponible. Marx, 1969, I. 461. L'utilisation de la machine a en effet une conséquence directe sur la force de travail. Elle permet de remplacer l'homme par la femme et l'enfant. Mais si les salaires d'appoint représentent pour la famille ouvrière une masse de numéraire supérieure à celle fournie jadis par le seul salaire du chef de famille, il n'en reste pas moins que le degré d'exploitation a augmenté car c'est désormais toute la famille qui est enrôlée dans la grande industrie. C'est la question de la surpopulation relative. Marx, 1969, I. 468, 484 à 485. Celle-ci se présente sous plusieurs formes, flottante, latente, stagnante ou plutôt elle se décompose en ces 3 segments. Dans l'industrie moderne, la surpopulation est flottante, car elle varie au gré de la conjoncture, même si la tendance est à la croissance du fait du progrès de cette forme de production par rapport à la manufacture ou au travail domestique,
et même si le capital variable diminue au profit du capital constant. La surpopulation est latente en milieu rural. Le mouvement d'exode rural ne se déclenche que si des opportunités s'ouvrent en milieu urbain. La troisième composante, la surpopulation stagnante, fait partie de l'armée industrielle active et non de réserve. Autrement dit, il s'agit d'une main-d'œuvre employée, mais dont l'activité est très irrégulière et le salaire au niveau du minimum vital. Il s'agit selon Marx avant tout du travail à domicile, dont les caractéristiques démographiques sont spécifiques et rappellent la reproduction extraordinaire de certaines espèces animales faibles et constamment pourchassées. Marx, 1969, I. 470. Quant à la contextualisation historique, lorsque Marx étudie la population de l'Angleterre des années 1840 à 1860, il innove en créant une véritable sociodémographie du prolétariat, bien plus approfondie que ce que l'on trouve chez les auteurs dont il est le contemporain en France et en Angleterre. Les lignes relatives aux formes de la surpopulation relative dans deux comtés, le Worcestershire et le Lincolnshire, décrivent la contradiction liée au caractère saisonnier de l'agriculture. Hormis les pointes saisonnières, la main-d'œuvre y est excédentaire, aussi les fermiers renoncent-ils peu à peu à l'emploi de travailleurs à demeure, trop coûteux, au profit du recours à des bandes de 10 à 50 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, placés sous la direction d'un gangmaster et qui se louent de ferme en ferme. Ce système des bandes ne cesse de s'étendre et les enquêtes rassemblent des témoignages de gros fermiers, très explicites sur l'intérêt qu'ils y trouvent. Marx a certes bénéficié des remarquables enquêtes sociales conduites au milieu des années 1860 et publiées au moment où il rédige Le Capital, mais il opère une remarquable synthèse de ces faits, à partir du concept de surpopulation relative. Ce système qui, depuis ces dernières années, ne cesse de s'étendre, n'existe évidemment pas pour le bon plaisir du chef de bande. Il existe parce qu'il enrichit les gros fermiers et les propriétaires. Quant aux fermiers, il n'est pas de méthode plus ingénieuse pour maintenir son personnel de travailleurs bien au-dessous du niveau normal, tout en laissant toujours à sa disposition un supplément de bras applicable à chaque besogne extraordinaire, pour obtenir beaucoup de travail avec le moins d'argent possible, et pour rendre superflus les adultes mâles. On ne s'étonnera plus, d'après les explications données, que le chômage plus ou moins long et fréquent de l'ouvrier agricole soit franchement avoué, et qu'en même temps le système des bandes soit déclaré nécessaire, sous prétexte que les travailleurs mâles font défaut et qu'ils émigrent vers les villes. La terre du Lincolnshire nettoyée, ses cultivateurs souillés, voilà le pôle positif et le pôle négatif de la production capitaliste. Marx, 1969, I. 685. En résumé, les réponses des acteurs ne sont donc nullement libres comme le prétend la philosophie utilitariste smithienne et ricardienne de l'Homo economicus. Elles sont une adaptation passive, totalement gouvernée par le processus d'accumulation du capital. Conclusion. Même si la théorie du changement et de la réponse fut un échec dans les cercles démographiques, et même si, comme d'ailleurs la théorie de la transition démographique, son objet principal demeura la dynamique des populations, elle proposait un quadruple renouvellement théorique. D'abord en parlant de changement, la théorie présentait une caractéristique épistémologique originale, elle évitait le piège de l'illusion évolutionniste entretenue par la théorie de la transition démographique. Ensuite elle s'attachait beaucoup plus aux changements à court et moyen terme qu'aux évolutions à long terme, et au sempiternel déclin séculaire des taux de mortalité et de natalité. Troisièmement, elle donnait en quelque sorte la parole aux acteurs puisqu'elle s'attachait à leurs réponses, au lieu de tenter de déduire des comportements des seules séries agrégées. Enfin, elle proposait une typologie intéressante, qui opposait les réponses possibles aux réponses préférées. C'était la contribution de Mosher. Le chapitre suivant montre comment il est possible et nécessaire de prolonger et d'élargir considérablement ces 4 rapports de K. Davis et de ses rares héritiers. Malthus a développé une pensée bien plus complexe que la lecture courante et extrêmement superficielle de sa pensée ne le donne à penser. Ce malentendu tient avant tout à une lourde erreur épistémologique. On juge sa contribution à l'analyse de la pauvreté uniquement sur la base de la double progression de la population et des subsistances, donc d'un point de vue étroitement démographique, en ignorant délibérément toute la dimension économique de son œuvre.
En réalité, Malthus a proposé un remarquable modèle de sortie de la pauvreté par la croissance du secteur agricole, qui n'est pas suffisamment reconnu et dont l'analyse dépasse les limites de ce texte. Sa théorisation vaut pour les économies de nombreux pays en développement caractérisés par une forte prépondérance du secteur agricole et par une population vivant à la limite du seuil de pauvreté absolue et dépendante du cours des produits alimentaires de première nécessité. Comme pour Malthus, les concepts de Marx permettent d'interpréter des situations actuelles de pauvreté et de vulnérabilité dans des sociétés au début du processus d'industrialisation. Évoquons 3 exemples où l'interaction entre changement et réponse n'entre pas en synergie positive. Bien au contraire, face aux contraintes structurelles, les réponses sont purement passives et témoignent de formes aiguës d'anomie, éclatement des familles, alcoolisme, délinquance, prostitution, autres formes de violence. Les mouvements actuels de millions de ruraux vers les grandes mégalopoles chinoises et la précarité de leurs conditions de travail dans le secteur du bâtiment n'ont rien à envier à Manchester. Les chantiers de démolition des carcasses de navires à Chittagong au Bangladesh se caractérisent par une forte morbidité due à l'exposition à l'amiante et à une mortalité accidentelle élevée, sans que ces ouvriers peu qualifiés puissent améliorer leur sort, même de manière minime. Enfin, en Colombie, pour assurer la reproduction de la force de travail du père qui travaille comme mineur, les familles lui réservent les rares protéines dont elles disposent pour se nourrir, condamnant à la malnutrition les femmes et les enfants. Le recours aux théoriciens classiques constitue donc une des pistes possibles pour enrichir conceptuellement le cadre analytique de la théorie du changement et de la réponse. Il va sans dire que pour les autres questions de population et de développement, tout le travail de choix du paradigme et d'identification des concepts pertinents est également à faire, mais 4 remarques s'imposent d'emblée. Si l'on admet la nécessité de renoncer à une approche étroitement démographique au profit des population studies, bien plus large, une théorie de la population et du développement doit pouvoir intégrer d'autres disciplines que la démographie, qui soient susceptibles de fournir des concepts, des problématiques et des données, en particulier l'économie, la sociologie, l'anthropologie, l'écologie, les sciences politiques. Considérer le développement aussi bien au niveau micro, individu, que méso, famille et réseaux sociaux, communautés villageoises ou quartiers urbains d'appartenance, ou enfin macro, système de valeurs, État, niveau international. Apporter des éléments de réponse et des contributions réellement explicatives à des problématiques telles que celles du genre, du pouvoir, de la pauvreté. Enfin et surtout contribuer à la compréhension des inerties structurelles caractéristiques du sous-développement, et ne pas se limiter au seul changement. Afin de répondre à cet agenda qui, à notre sens, permettrait de mieux cibler les programmes de population et de développement, le chapitre qui suit propose un cadre théorique issu de la théorie du changement et de la réponse initialement formulée en 1963 par Kingsley Davis, considérablement renouvelé au plan conceptuel à partir de nos propres problématiques et méthodologies de recherche dans la Caraïbe et en Afrique subsaharienne. Le cas des pays en développement nécessite en effet de repenser la théorie en profondeur. REFERENCES bibliographique. Bongahar, J. 1982. The Fertility Inhibiting Effect of the Intermediate Fertility Variable, Studies in Family Planning, volume 13 numéro 6 7e, 179 à 189. Bosserop E. 1965, Conditions of Agricultural Growth, Chicago Aldine. Bosserop E. 1976, Environment, Population and Technology in Primitive Societies, Population and Development Review, volume 2, numéro 1, 21 à 36. Charby Y. 2009, Economic, Social and Demographic Thought in the XXth Century. The Population Debate from Malthus to Marx, Dordrecht Springer. Cleland J. 2001, The Effect of Improved Survival on Fertility Area Assessment, in Bulatao Era and Casterline J.B. ed. Global Fertility Transition Supplement to Population and Development Review, volume 27, 39 à 65. Davis K. 1963, The Theory of Change and Response in Modern Demographic History, Population Index, volume 29, numéro 4, 345 à 366.
Davis K. and Blake J., 1956, Social Structure and Fertility en Analytic Framework, Economic Development and Cultural Change, Volume 4, numéro 3, April 211 à 235. Friedman R., 1986, Theories of Fertility Decline, une Mahadevan K. ed., Fertility and Mortality Theory, Methodology and Empirical Issue, Delhi, Sage, 30 à 36. Friedlander D., 1969, Demographic Responses and Demographic Change, Démographie, Volume 6, 359 à 381. Guémard Monsieur 2011, Population et santé dans les pays en développement, Paris L'Harmattan. Léridon H., 1987, 2 siècles de régulation des naissances, in Léridon H., Charby Y., Colomb P., Sardon JPE accent aigu DS. La seconde révolution contraceptive, la régulation des naissances en France de 1950 à 1985, Paris, INEDPUF 7 à 16. Les stagiaires, 1983. A Century of Demographic and Cultural Change in Europe, Population and Development Review, Volume 9, numéro 3, 411 à 435. Malthus TR. -1970-1798. A Summary Review on the Principle of Population, Harmondsworth Penguin Books. -1989-1820. Principles of Political Economy, Cambridge, Cambridge University Press. -1965-1826. Essay on the Principle of Population, London, dans Everyman's Library. McNichol G., 1992, The Agenda of Population Studies, A Commentary and a Complaint, Population and Development Review, Volume 18, numéro 3, 399 à 420. Marx K., 1969-1867, Capital, Livre 1, Paris Garnier-Flammarion. Mosher W., 1971, The Theory of Change and Response, en application to Puerto Rico, Population Studies, Volume 20, numéro 1, 45 à 58. Notenstein F., 1983-1953, Economic Problems of Population Change, Population and Development Review, Volume 9, numéro 2, June, 1983, 345 à 360. Omrana, 1971, The Epidemiologic Transition, A Theory of the Epidemiology of Population Change, Milbank Memorial Fund Quarterly, Volume 49, numéro 4, 509 à 538. Sretes, 1993, The Idea of Demographic Transition and the Study of Fertility Change. A Critical Intellectual History, Population and Development Review, Volume 19, numéro 4, 659 à 701. Wilson C. and R.P., 1999. How can a Homeostatic Perspective Enhance Demographic Transition Theory, Population Studies, Volume 53, numéro 2, 117 à 128. Wrigley A.E., 1986, Elegance and Experience, Malthus at the Bar of History, in Coleman D. and Schofield R. ed. The State of Population Theory. Forward from Malthus, London, Blackwell 50 à 53. Chapitre 2. Une théorie pour les pays en DEVELOPPEMENT, Yves Charby et Véronique Petit. Dans son article de 1963, Davis n'a illustré sa théorie que par un seul exemple, la croissance démographique induite par la baisse de la mortalité infantile. La faiblesse de la théorie est évidemment le risque de dérive systémique, car il insiste sur des chaînes de causalité, comme si elles étaient inévitables, voir le tableau 1 du chapitre 1. Mal maîtrisée, elle aboutit à présenter des causalités partielles comme cohérentes entre elles et faisant système dans l'univers clos de la démographie. Or, dans le cas des pays en développement et surtout en Afrique subsaharienne, bien d'autres types de changements sont à prendre en considération. Les maladies émergentes ou endémiques, la raréfaction des ressources naturelles et l'environnement, la dégradation de l'agriculture et l'insécurité alimentaire croissante, la pression sur le foncier en milieu rural comme en milieu urbain, au niveau macro enfin l'impact de la globalisation économique. Il est donc indispensable d'élargir la perspective. Partons de l'idée qu'il existe deux paradigmes. Le premier peut être qualifié d'économico-politique, car l'économique et le politique sont largement indissociables comme le montrent les problèmes de corruption dans les programmes internationaux de population, et le second est le paradigme socioculturel,
car la culture ne peut s'analyser indépendamment de son contexte. 3 stratégies de recherche sont possibles. Donner la primauté à l'économique et au politique, privilégier au contraire le social et le culturel ou n'exclure aucun des 2 paradigmes. Lorsqu'on travaille sur une variable bien définie, la fécondité par exemple, il est raisonnable de privilégier une seule des 2 dimensions et par conséquent d'appuyer la recherche sur les théories culturalistes ou au contraire sur la microéconomie de la fécondité. Mais pour l'étude du changement et de la réponse en tant que théorie globale des relations entre population et développement, il est impossible de trouver des arguments convaincants pour trancher entre les 2 paradigmes en raison même de l'extraordinaire diversité des enjeux de la population et du développement. Notre positionnement scientifique est de considérer que les facteurs économiques, politiques, sociaux, culturels constituent un complexe de facteurs dont on ne peut évaluer les importances respectives que par rapport à la thématique étudiée, le genre, la pauvreté, etc. Vouloir exclure l'une ou l'autre des dimensions implique automatiquement une vision réductrice qui va à l'encontre de la réalité des contextes de sous-développement dans lesquels s'inscrivent les comportements démographiques. Autrement dit, la théorie du changement et de la réponse est tout autant une démarche d'analyse et de recherche qu'une théorie complète, définie par son paradigme de référence, son cadre analytique, ses concepts, ses hypothèses. Elle est aussi envisagée dans ce livre comme une métathéorie, qui pourra alimenter des théories spécifiques de chaque variable démographique, fécondité, nuptialité, migration. La présentation des grandes catégories d'analyse en termes de changement et d'inertie, puis de réponse, conduit à la question de l'interprétation des comportements démographiques, économiques ou sociaux, et à leur mise en œuvre grâce à des méthodologies de terrain adéquates, 4. La conclusion évoque les enjeux épistémologiques sous-jacents, v. Changement et inertie du DEVELOPPEMENT. Davis s'attachait essentiellement au changement, alors que la prise en compte des permanences est indispensable, car le développement n'est jamais homogène. Des pans entiers des sociétés peuvent être caractérisés par des inerties structurelles. En d'autres termes, s'il y a absence de changement, c'est justement à cause de facteurs de blocage qui sont précisément ceux du sous-développement. Il convient donc de définir de manière pertinente non seulement les niveaux d'observation, macro, micro, méso, mais aussi les échelles temporelles et spatiales. Le problème des niveaux d'analyse. Ronald Friedman, 1986, rappelle qu'au début du programme de l'enquête mondiale sur la fécondité, 1974 à 1980, il avait contribué à faire évoluer l'analyse du niveau individuel vers le niveau sociétal en mettant au point un module communautaire qui permettait de mesurer des facteurs tels que la distance du ménage par rapport aux équipements communautaires, postes de santé, écoles. Ces indicateurs, qui par nature ne sont pas individuels, étaient traités informatiquement comme une caractéristique parmi d'autres, l'âge, le statut matrimonial, le niveau d'instruction des individus du ménage. Bien que l'enquête mondiale sur la fécondité ait été un programme pionnier et une étape majeure vers la contextualisation des comportements démographiques, évaluer la contribution réelle des équipements communautaires au développement local est bien évidemment impossible sur la base d'une enquête ponctuelle. Les méthodologies utilisées en recherche-action sont bien plus rigoureuses. Délimitation d'une zone expérimentale et d'une zone témoin, organisation de 2 passages, au début et à la fin du projet, pour mesurer l'impact sur les comportements. Dans le même sens, comme on peut le constater dans bien des faubourgs des capitales africaines, les logements sont certes équipés de robinets, mais il n'en coule pas une seule goutte d'eau plusieurs heures par jour. L'item « eau courante dans le logement » qui figure en bonne place dans les questionnaires des enquêtes sociodémographiques, est-il dans ces conditions un réel indicateur de la modernisation et un facteur de réduction de la mortalité grâce à une meilleure hygiène ? Au-delà de cet exemple anecdotique, un problème plus général se pose. Comment faire la part des inerties structurelles évoquées plus haut, qui sont une des caractéristiques du sous-développement, dans une théorie des dynamiques de population ? L'accent mis sur les contraintes est en soi une première piste d'analyse et d'identification des facteurs de blocage. Mais il faut ajouter une qualification importante à la distinction entre réponse possible et réponse souhaitée.
Ni les unes ni les autres ne sont forcément efficaces du point de vue des individus et des ménages car elles peuvent être économiquement et sociologiquement d'une parfaite rationalité à leur niveau, mais elles peuvent échouer si le contexte au niveau national annule tous ces efforts. Prenons 2 exemples relatifs au milieu rural, mais qui pourraient être transposés au milieu urbain. Un agriculteur peut développer une pluriactivité et commercialiser lui-même sa récolte pour maximiser son revenu. Cependant, les phénomènes de violence sociale, racket, banditisme, réduiront à néant une année de travail si le paysan est dévalisé au retour du marché où il est allé vendre sa production. Ce problème d'insécurité montre clairement l'importance des enjeux de gouvernance. Le ménage peut aussi investir à long terme dans l'éducation d'un enfant. Mais cet investissement sera perdu si le contexte éducatif se caractérise par des carences graves, absence de matériel pédagogique, enseignants peu qualifiés et surtout en nombre insuffisant, car il en résulte inévitablement des taux d'abandon et de redoublement élevés. En résumé, la contextualisation, entendue comme le poids réel des contraintes macro, le niveau institutionnel dans la terminologie de McNichol, ne doit pas être négligé dans l'évaluation de l'efficacité des réponses au niveau micro. Stratégie de survie, crise et malthusianisme de pauvreté. La question des inerties renvoie à la dialectique du couple stratégie de survie-crise dont les 2 termes sont à notre sens problématiques. Dans les situations de pauvreté ou encore dans les sociétés où les relations de genre impliquent des inégalités fortes, il est clair que les acteurs ne disposent pas d'une marge totale de liberté. Leurs comportements sont souvent sous contrainte, que celles-ci soient économiques, sociales, culturelles, voire écologiques. Puisque les populations pauvres subissent le changement plutôt qu'elles n'en sont les acteurs, on ne saurait parler de stratégie, des paysans, des ménages, etc., face à la vulnérabilité. Le terme de stratégie, utilisé à tort et à travers, est ainsi particulièrement inadapté à la réalité des migrations forcées résultant des violences et des génocides. Quant à la notion même de crise, elle pose un sérieux problème conceptuel. Elle renvoie implicitement à des présupposés évolutionnistes qui, en plaquant l'histoire du développement des pays industrialisés sur les réalités africaines, latino-américaines ou asiatiques d'aujourd'hui, aboutissent à des interprétations pour le moins discutables car biaisées par les schémas intellectuels et plus généralement une vision occidentale des réalités. À nouveau, analyser les migrations comme des stratégies adaptatives à des situations de crise mérite d'être sérieusement nuancé. Dans nombre de sociétés rurales africaines, la décision de migrer s'inscrit dans le contexte de systèmes agraires en perpétuelle tension et ce, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des événements plus ou moins imprévus et exceptionnels tels que les catastrophes naturelles, sécheresses ou les conflits politiques. En d'autres termes, dans nombre de sociétés rurales africaines, le cas le plus général est celui apparemment paradoxal, où la situation de crise devient ou est devenue au fil du temps la situation normale, à laquelle les paysans s'adaptent en envisageant le départ. Lorsque la situation de pauvreté chronique est étroitement corrélée à la pression démographique et foncière, les sociétés rurales africaines ont une manière simple et efficace d'y répondre. Une partie de la population, souvent les générations montantes, se déplace des régions les plus peuplées vers celles encore vides ou moins peuplées. Ce processus de colonisation agricole en tache d'huile a pu être observé dans de nombreux pays africains. Il se traduit par un double phénomène de densification de l'espace et de redistribution de la population dans l'espace. Dès lors, les mobilités et les migrations doivent être probablement perçues davantage comme une réponse normale à la fragilité des systèmes agraires. En un mot, contrairement à l'idée qui prévaut encore trop souvent de sociétés immuables, voire sans histoire, la mobilité et la migration font partie intégrante des systèmes agraires. Enfin, Maria Cosio-Zavala a proposé Cosio 1992 un concept, celui de malthusianisme de pauvreté. Ce serait la pression de la pauvreté qui induirait chez les plus démunis le recours à la contraception et à l'avortement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.